Donc, à l'origine de cette séance, il y avait une suggestion, et voire même une demande de nos collègues du CFJ, de revenir sur la question des biotechnologies autour du vivant, et en particulier de revisiter ou de discuter un thème à la mode depuis quelques années, celui du biomimétisme. Alors, le mot d'ordre du biomimétisme, qui apparaît aujourd'hui avec force partout, il apparaît dans ses promesses comme dans les risques et les contradictions qu'il produit comme un objet intéressant pour la discussion, car d'une certaine manière, il contredit une représentation traditionnelle qui oppose l'artificiel au biologique. Qu'est-ce qui se joue derrière l'idée d'imitation du vivant? On sait que depuis les années 80, les scientifiques, en particulier les chimistes, chimie de synthèse, mais aussi la biologie, ont essayé de faire retour à la nature. Il y a ce souci dans une quête de matériaux nouveaux, tandis que de leur côté, les biologistes, eux, se sont faits les avocats de l'artifice. Il s'agit donc d'essayer d'explorer autour de ce thème du biomimétisme, de l'imitation de la nature, les enjeux qu'il recouvre. Et pour aborder ces questions, on s'est dit qu'un dialogue entre une historienne des sciences, Bernadette Vincent, et un journaliste scientifique, Hervé Morin, serait intéressant à organiser. Alors, bien sûr, je laisserai à Anouk Martin et à Eva Merlan, toutes deux normaliennes en master, le soin de présenter amplement les deux intervenants. Mais je voudrais dire ici que ce qui nous a servi de base, c'est la relecture. On est toujours en train de relire, comme vous savez. Je vais vous le montrer. Du livre de Bernadette Vincent et de Dorothée Benoît-Brouwer, Fabriquer la vie, paru en 2011, et qui, justement, essayait de monter... Ah ben, vous l'avez. C'est peut-être le vôtre, Voilà. Donc, c'était vraiment une enquête très intéressante, très riche, une enquête complète qui nous permettait de visiter aussi bien les dimensions épistémologiques autour de la construction de ces nouveaux savoirs, leurs concepts, leurs pratiques, mais aussi qui explorait les questions économiques, politiques et éthiques. Donc pour nous, ça nous a servi un petit peu d'entrée, si je veux dire, bien que le livre dépasse évidemment la question du biomimétisme. Ça nous a permis aussi d'essayer un petit peu de construire un questionnaire pour vous inviter un peu à dialoguer. Et puis, ça nous permettra aussi de voir à travers le regard du journaliste et le regard de la philosophe, historienne des sciences, comment justement on peut construire cette interrogation sur un objet de science, en fait. Donc, ce sera, par rapport aux autres tables rondes, ce sera une autre manière, d'une certaine manière, d'aborder les questions autour d'écriture, d'histoire de la nature, en essayant de confronter des manières de faire et des points de vue. Voilà. Alors d'abord, je laisse la parole à Anouk et à Eva pour présenter nos intervenants. Donc, bonjour. Ça marche, oui. Donc, merci d'être ici. Donc, Madame Binsaud-Vincent, vous êtes philosophe et historienne des sciences. Vous êtes professeure émérite de Paris 1. Et donc, au sein de l'histoire et de la philosophie des sciences, vous êtes en particulier spécialiste de la chimie, de l'anthropologie, de l'éthique des nouvelles technologies et donc des biotechnologies. Vous avez notamment participé à la publication de nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer L'opinion publique et la science, à chacun son ignorance, paru en 2013. L'ouvrage donc Fabriquer la vie, où va la biologie de synthèse, qui est paru en 2011. Et puis, plus récemment, l'ouvrage intitulé Temps paysage pour une écologie des crises, paru donc cette année aux éditions Le Pommier. Et donc, vous avez aussi notamment fait partie de différents comités et groupes scientifiques, en particulier l'Académie des technologies, le comité d'éthique du CNRS et notamment le Comité national français d'histoire et de philosophie des sciences. Et aujourd'hui, vous allez donc nous parler en particulier
de la biologie de synthèse et du biomimétisme. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette dernière journée de la semaine de l'histoire. Hervé Morin, vous êtes diplômé du Centre universitaire d'enseignement du journalisme et vous êtes journaliste au Monde depuis 1993. Vous êtes spécialiste des questions scientifiques liées à la médecine mais aussi liées à l'environnement. Depuis 2011, vous êtes responsable du supplément hebdomadaire Sciences et Médecine au Monde. L'ambition de ce cahier est de faire découvrir aux lecteurs et aux lectrices les enjeux de la recherche, les répercussions des découvertes dans la société. Et vous avez coordonné ainsi aussi l'ouvrage collectif Les 100 défis de la médecine, paru au Chêne en 2017. Donc je vous laisse désormais la parole. Je commence ? Oui, donc comme le rappelait Stéphane, depuis le milieu du XXe siècle à peu près, il y a une grande vogue du biomimétisme qui s'est d'abord paré du nom de bionique. C'est un terme qui a été créé en 1958 par Jack Steele, qui est un ingénieur de la US Air Force, et qui désignait par là des machines qui voudraient fonctionner comme des systèmes vivants. C'était vraiment le contexte de la cybernétique de l'époque. Et ensuite, ça s'est encore développé dans les années 80 à peu près, mais tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, il y a eu cette grande explosion de ce qu'on appelle en anglais la biomimicry, et qui désigne quelque chose de beaucoup plus vaste qu'une simple technique, et qui est carrément qui se présente comme une révolution dont l'amplitude devrait être égale à la révolution industrielle, puisque justement elle vise à rejouer notre rapport le rapport entre l'industrie et la nature, ou les techniques et la nature. Donc c'est en fait une drôle de révolution pour les historiens des sciences et les historiens en général, étant donné qu'on sait en général que c'est précisément en renversant la thèse antique d'Aristote que l'art imite la nature, les mimetai technai, que la science et la technique moderne ont pu voir le jour au XVIe, au XVIIe siècle. C'est en effet parce que Aristote affirmait que l'art imite la nature, au bénéfice, parce que l'art comme la nature tend vers une fin, même si dans l'art, la fin, le principe du mouvement est externe et non pas interne. Donc il a fallu renverser cette vision de l'art comme imitation de la nature pour libérer justement la technique. Pourquoi ? Parce que la vision aristotélicienne a conduit les scolastiques médiévaux à condamner tout ce qui était artifice. On a condamné les alchimistes sous prétexte que leur or n'était qu'une imitation de l'or qui poussait dans les entrailles de la terre. Et on a condamné les mécaniciens parce que, en soulevant des poids lourds avec des leviers et des poulies, eh bien, ils créaient des mouvements contre nature et ils n'allaient pas dans le sens de la nature. Donc, c'est en général la thèse de l'art imite la nature, c'est un obstacle. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce regain du biomimétisme ? Faut-il parler d'un retour à Aristote, à la pointe des technologies avancées ? Eh bien, je montrerai que non. Non, si on fait attention aux ontologies sous-jacentes à ces techniques, c'est-à-dire au type de rapport homme, artifice et société qu'ils entretiennent, toutes les visions de la nature qu'ils développent. Je montrerai donc que chaque nouvelle technique réinvente la nature, et à partir de 3 versions contemporaines du biomimétisme, l'une que j'appellerai la version soft, si vous voulez bien, la version douce, c'est la bio-inspiration chez les chimistes. L'autre, c'est la version hard, celle des fameuses technologies convergentes NBIC. NBIC, ça signifie Nano, Bio, Info, Cogno, hein, et c'est
la grande révolution des années 2000. Enfin, on parle toujours de révolution, hein, donc je le mets avec beaucoup de guillemets. Hein. Et enfin, je montrerai quelle est la vision de la nature sous-jacente à biomimicry, c'est-à-dire à cette vision qui est autant idéologique qu'utopique des techniques. Alors d'abord, la version soft. Si j'ai été amenée à m'intéresser au biomimétisme, c'est précisément en tant qu'historienne et philosophe de la chimie, parce que depuis le milieu du XXe siècle, en particulier au moment le plus fort de la guerre froide, il a fallu fabriquer des matériaux avec des propriétés totalement nouvelles, des propriétés inédites, pour transporter les bombes, pour fabriquer des missiles, pour lancer des fusées. Des matériaux qui soient résistants aux hautes températures, aussi résistants que l'acier, aussi réfractaires que les céramiques, et néanmoins légers comme des plastiques. Voilà. Et donc, en investissant des millions de dollars dans la recherche, on y est arrivé. Et c'est alors que pas mal de biophysiciens en particulier et de biochimistes ont dit mais la nature, elle a déjà fait ça il y a longtemps. La nature, ça fait longtemps qu'elle a façonné des matériaux aux propriétés contradictoires. Par exemple, la peau est à la fois une membrane, une barrière, et en même temps, elle laisse passer. Le cuticule des insectes, qui est à la fois un exosquelette rigide, mais qui permet la mobilité, etc., etc. Les exemples abondent. La nature a fait des structures qui sont à la fois organiques et inorganiques, comme les coquillages. Les coquillages sont vraiment les stars du biomimétisme, notamment la coquille d'abalone. Et donc, à ce moment-là, les material scientists, les ingénieurs en matériaux, n'ont cessé de regarder et collecter, étudier la structure et surtout les procédés de fabrication, les process, de comment la nature s'y prend pour fabriquer ces beaux coquillages qui sont spiralés, ou comment les diatomées au fond de l'océan ont une structure extraordinaire, même à l'échelle nano, comment les geckos peuvent s'accrocher avec leurs pattes à l'envers, etc., etc., pour inventer des matériaux semblables avec la même structure. Donc, ce sont des structures qui sont des structures avec des fonctionnalités bien précises. Et en même temps, ce qui a fasciné surtout les chimistes, c'est la capacité de la nature à faire de l'auto-assemblage ou de l'auto-organisation. En particulier, la chimie supramoléculaire créée par Jean-Marie Lehn est inspirée des procédés, et il y a toute une chimie biomimétique à partir des surfactants. Et les surfactants, c'est comme les savons, les hydrophiles, hydrophobes, ça s'auto-organise, les molécules s'auto-organisent. Il y a d'un côté les hydrophiles, de l'autre côté. Bref, ça crée de l'ordre tout seul. Et ça crée des fonctions, et ça fait quelque chose tout seul, sans que l'homme intervienne dans ces procédés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant et qui a beaucoup inspiré, après Jean-Marie Lehn, Jacques Livage, qui est professeur et maintenant honoraire au Collège de France, qui a créé le mot chimie douce. Et ce qui est intéressant, c'est que la première fois qu'il a prononcé le mot chimie douce, c'est dans un article du Monde en 1977. Et alors, c'était catchy, ça a attrapé, ça a marché. Et cette soft chemistry ou chimie douce, c'est une chimie qui est douce au sens où elle se fait à température ambiante, sans solvant, sans haute pression. C'est une chimie qui se fait vraiment dans la douceur et avec des réactions réversibles, etc. Donc, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Une autre source d'inspiration, ça a été les structures hiérarchiques du bois, par exemple, et qui permettent que chaque niveau fait intervenir quelque chose de nouveau dans la structure. Et en particulier, quand il y a eu les fractales, on a eu l'idée de fabriquer des matériaux à structure fractale, comme les poumons. Les poumons, par exemple, sont des structures fractales, c'est-à-dire qu'à chaque niveau d'ordre, à chaque niveau, on a la même efflorescence, en quelque sorte, la même structure, ce qui permet une circulation de l'air et des fluides absolument
sans accroc, sans rien. Et donc, imitation de ces structures fractales naturelles. Et lorsque j'ai pu avoir la chance d'interviewer les principaux acteurs et promoteurs de cette chimie douce, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils parlent premièrement, ils parlent de chimie bio-inspirée et pas biomimétique. Et ils insistent beaucoup là-dessus. La nature est source d'inspiration, mais elle n'est pas du tout copiée. On ne copie pas la nature. On n'imite pas la nature. On traduit, on interprète ce qu'elle fait, on essaye de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les phénomènes naturels et on les traduit en logique d'ingénieur. Donc c'est quelque chose qui, comme la mimétique chez Aristote d'ailleurs, ne présuppose pas du tout une copie, une relation de copie. Et donc cette traduction, elle est particulièrement exprimée chez Julian Wilson, qui est le théoricien un peu de cette chimie biomimétique. Et il insiste beaucoup, il dit que ce serait une illusion de proclamer que la nature a trouvé des solutions à nos problèmes techniques. Non, elle a trouvé des solutions à ses problèmes à elle, mais pas à nos problèmes techniques. Et pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que la nature, évidemment, elle n'a pas comme nous des machines, elle n'a pas des ordinateurs pour faire des computer simulation et tout le bastringue. Elle a quelque chose que nous n'avons pas, elle a le temps. C'est-à-dire qu'elle dispose des milliers et centaines de milliers d'années de l'évolution biologique pour inventer des formes qui vont finalement être sélectionnées ou des structures qui vont finalement être sélectionnées. Tandis que l'ingénieur, lui, il a un cahier des charges et il doit rendre son projet dans les quelques jours qui viennent ou dans l'année prochaine. Donc c'est quelque chose qui insiste sur la distance entre l'art et la technique, entre la nature et la technique. Dans le procédé, dans la convergence nano-bio-infocogno, l'accès à l'échelle moléculaire rejoue complètement les cartes. Nano is bio. Ça, c'est le grand slogan de Eric Drexler, qui a été le champion des nanotechnologies. Les ribosomes assemblent les molécules, ils les attrapent, ils les assemblent, voilà, et ils ne demandent rien à personne, ils font ça en précision. Et si on veut faire des nanos, c'est-à-dire de la construction bottom-up, de bas en haut, eh bien, on ne peut pas y aller avec des doigts. Hein, ça, c'est pas possible. Même avec des robots, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment que ça se fasse tout seul, que ça s'auto-assemble et que ça se mette en place tout seul. C'est pourquoi la nature et le bio est un modèle de la construction nano et c'est en même temps une licence morale. Si la nature le fait, alors on peut le faire. Ça permet d'écarter les voilà. Et à partir de là se développe l'idée que Biology is Technology. C'est le titre d'un célèbre ouvrage de Rob Carson et qui veut en finir avec l'industrie chimique qui pompe les ressources fossiles et pollue la nature. Nous, on va faire des biotechnologies et Biology is Technology, ça veut dire deux choses. C'est d'abord un programme. La biologie, désormais, c'est de la technologie. C'est-à-dire que même la biologie fondamentale, elle doit faire pour connaître. C'est vraiment cette idée qu'il faut fabriquer le vivant pour le connaître, c'est knowing through making, qui est leur slogan répété à longueur d'articles. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut utiliser le vivant pour fabriquer les produits dont on a besoin pour la transition écologique. C'est-à-dire que la biologie, la génétique moléculaire, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a appris à lire le code du vivant. Eh bien, quand on sait lire, on sait écrire. Donc, on va réécrire la vie. On va réécrire le code du vivant, on va faire des manipulations de l'ADN et on va pouvoir, à ce moment-là, fabriquer à façon des micro-organismes by design capables de soit dépolluer des terrains pollués, soit des bactéries usines à médicaments, soit des bactéries capables de faire de la photosynthèse. C'est un peu toujours les mêmes exemples qui reviennent. Donc, l'on voit bien que l'idée, là, c'est vraiment de mettre le vivant au travail une fois qu'on l'a reprogrammé. Et l'outil majeur pour ça, c'est CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 qui est en réalité un procédé biomimétique,
puisque c'est un procédé qui a été identifié par des chercheurs de chez Danone d'ailleurs, chez les bactéries, pour réparer leur ADN en cas d'attaque par des virus. Et ce mécanisme d'auto-réparation est exploité aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle de l'édition de génome, c'est-à-dire pour fabriquer des organismes, soit du riz qui résiste à la sécheresse, soit tout ce que vous voulez. Vous demandez, vous avez, enfin, c'est comme ça qu'ils le présentent. Et donc, la vision de la nature, vous le voyez, commence à être sensiblement différente. Une autre branche du biomimétisme qui est fascinante, c'est la soft robotics, la robotique douce, qui au lieu de faire des robots métalliques à visage humain, s'inspire des insectes et des végétaux. Des insectes, pourquoi? Pour leur intelligence collective, qui permet de répondre très vite à des sollicitations de l'environnement et de réagir très vite. Et tout ça, on ne sait pas comment, mais on essaye d'imiter. Ou bien les végétaux, les végétaux sont munis de capteurs et d'actuateurs qui fonctionnent sans système nerveux central. En particulier, un des fers de lance de la soft robotics, c'est les racines des arbres. Comment se fait-il que les racines des arbres vont chercher l'humidité, le terrain meuble, etc. Elles sont douées de capteurs et elles agissent en conséquence. Donc voilà une forme d'intelligence qui guide aujourd'hui la fabrication de la soft robotics. Donc on voit que dans ce modèle qui est très NBIC, très Converging Technologies, eh bien, la vision de la nature, c'est une vision de la nature qui est beaucoup plus proche de celle de la cybernétique, de Bionics. C'est-à-dire que c'est le vivant qui est d'abord une mine de ressources à exploiter, à mettre au travail. Il est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser. Ce ne sont pas des machines biomimétiques, ce sont plutôt des vivants technomimétiques qui fabriquent. Je veux dire par là que la vision du vivant qui sous-tend ces pratiques, c'est une vision très mécaniste, soit avec des modules qu'on agence. La comparaison des briques de Lego vient tout le temps. Des modules qu'on agence, etc. Il n'y a aucune émergence dans le vivant à leurs yeux, alors qu'il y en avait dans la chimie bio-inspirée. Il y avait vraiment une notion d'émergence. Voilà. Et en même temps, grâce à cette réécriture du vivant, eh bien, on s'affranchit de la nature. Donc, vous voyez qu'on rejoint très bien là la vision moderne de la nature dont on est maître et possesseur. On est même maître et possesseur et contrôle du vivant qui est entre nos mains. Alors, c'est complètement différent du courant biomimicry qui a été lancé par Janine Benyus en 1995 aux États-Unis et qui, je ne sais pas pour quelle raison, alors ça j'aimerais peut-être vous arriverez à nous expliquer, a connu un essor splendide en Europe seulement dans les années 2010, alors que ça avait déjà plus de 15 ans. Et alors la biomimicry de Janine Benyus, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va réconcilier les techniques et la nature. Ça y est, c'est fini, la pollution, l'extinction des ressources, tout ça. Elle développe une vision de la nature qui repose sur 3 termes, nature as model, nature as mentor et nature as measure. Donc la nature modèle, ça c'est le programme minimum, c'est-à-dire source d'inspiration de smart structures et de procédés éco-friendly, si je peux dire, de procédés doux. Et la nature mentor, c'est la nature institutrice. Une comparaison que les biomimicriciens, je ne sais pas comment il faut dire, adorent, c'est notamment Idriss Abkhan. C'est l'idée, ils reprennent la métaphore du livre de la nature, métaphore écoulée. Et donc, le livre de la nature, il s'agit désormais de le lire pour apprendre de lui, au lieu de brûler la bibliothèque, c'est-à-dire de brûler les ressources de la nature. Eh bien, il faut, au lieu d'exploiter la nature, eh bien, il faut lire la nature
pour s'en inspirer et pour l'apprendre. Donc la vision de... Et alors, nature as measure, ou la nature comme norme, là c'est très clair, c'est très normatif. La nature dicte ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, car il s'agit avant tout de servir la vie. Donc vous voyez qu'on a ici une vision de la nature totalement décentrée, non plus du tout anthropocentrique, c'est plus du tout l'humanisme anthropocentrique classique, c'est une vision biocentrique, plus précisément écocentrique, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de permettre à la nature, à la vie de s'épanouir sur la planète, de favoriser la biodiversité. Et une analyse par Freya Matthews des visions de la métaphysique sous-jacente à ce courant, c'est que tout vivant tente à préserver et à accomplir ses fins propres, c'est-à-dire que la vie est un conatus, et il faut préserver les fins de chaque être vivant, et non pas les exploiter comme fait la biologie de synthèse, ne pas les détourner de leurs propres fins pour leur faire fabriquer ce qu'elles ne veulent pas fabriquer. Et la vie est entraide et symbiose, et non pas du tout compétition, donc on est aux antipodes de la théorie darwinienne. Et les humains, bien sûr, font partie intégrante de la nature. C'est une vision qui est également développée chez Peter Sloterdijk dans un long passage sur ce qu'il appelle l'homéotechnologie par opposition à l'allotechnologie, c'est-à-dire qu'on fait partie de la nature. Et d'après Sloterdijk, maintenant qu'on a accédé à l'échelle moléculaire et du fait de la crise climatique, on va développer des technologies qui sont en harmonie avec la nature et qui réconcilient la nature. Voilà. Donc c'est un peu ces trois visions. Vous voyez que biomimétisme, c'est vraiment un buzzword qui recouvre une nébuleuse de sens et de sens complètement contradictoires. Donc il faut y aller avec des pincettes. Voilà, je vous remercie. Je prends le relais. Bien, merci de votre invitation. Je me rends compte qu'on prend des pincettes aussi, mais on n'avait pas forcément tout ce fondement historique pour approcher ce terme-là. Donc moi, je vais me concentrer par rapport à l'énoncé biomimétisme, biotechnologie aussi, sur le biomimétisme, parce que sinon ça me paraissait un peu trop vaste. Et je vais vous faire part de mon expérience de journaliste. Je ne suis pas scientifique de formation, je n'ai pas de formation d'histoire des sciences ou de philosophie des sciences non plus. Et je vais tenter de vous présenter comment nous, on aborde cette thématique du biomimétisme en tant que journaliste dans un quotidien de presse généraliste. D'abord, l'objectif qu'on se fixe, on n'est pas sûr de l'atteindre. Notre rôle tel qu'on le conçoit, et c'est ce que vous disiez, c'est à la fois de présenter des résultats de recherche, mais aussi les modalités, les conditions de production de ces résultats, le contexte dans lequel ces travaux s'inscrivent, les implications éventuelles sur le plan médical, environnemental, économique, social, politique et parfois éthique. Et essayer aussi de montrer comment la recherche elle-même est structurée, montrer que c'est une activité à forte dimension humaine, avec des enjeux de reconnaissance, de territoire, etc. Mais que la crise du Covid, si on l'avait oublié, nous l'a bien rappelé. Donc, à mon sens, le journalisme scientifique, c'est pas seulement vulgariser des résultats de recherche, les traduire dans une langue qui serait plus compréhensible pour le profane. Si on y parvient, c'est déjà beaucoup, mais on peut peut-être essayer d'aller plus loin. Et comme vous le disiez, le biomimétisme, c'est un exemple parfait de ces objets scientifiques à multiples facettes qui sont particulièrement intéressants pour le journaliste et probablement aussi pour le public. Pour moi, c'est à la fois une façon d'étudier la nature, comme vous le disiez, sans doute de l'envisager aussi. C'est un champ multidisciplinaire et c'est toujours passionnant de voir comment dialoguent des chercheurs d'horizons différents. C'est un argument marketing. Là aussi, d'un point de vue journalistique, c'est intéressant d'essayer de délimiter ce qui est prouesse réelle et promesse infondée. C'est aussi une mode qui dure, puisque depuis au moins Vaucanson, les chercheurs ont fait du biomimétisme, peut-être sans forcément l'appeler comme ça, mais
Probablement que son canard digérateur posait aussi une partie des questions qu'on a abordées cette semaine sur l'imitation, etc. Et puis, c'est aussi un projet en partie politique dans certaines de ses conceptions, comme vous le disiez. L'idée que la nature peut nous offrir des solutions durables pour continuer à l'exploiter, ou des innovations pour faire la guerre, on a le choix. Et là encore, c'est une dimension, ce sont des dimensions très excitantes à explorer, à présenter pour des journalistes. Et puis enfin, c'est aussi un sujet d'émerveillement, puisque ces travaux dévoilent comment l'évolution a forgé le vivant, avec une infinité de variations, et en ce qui me concerne, pouvoir échanger avec les chercheurs sur cette profondeur du temps, qui nous des horizons un peu vertigineux, c'est un des attraits majeurs aussi de ce métier de journaliste scientifique. Donc on joue un petit peu sur l'ensemble de ces palettes quand on aborde ce sujet du biomimétisme. Et donc, en préalable à cette table ronde, je me suis plongé un peu dans les archives du journal. Et quand on interroge notre base documentaire avec le terme biomimétisme, on trouve 76 occurrences d'articles qui comportent ce terme. Juste pour comparer, alors voilà un petit peu l'évolution. La première occurrence, c'est 1995, donc on est arrivé beaucoup plus tard que les praticiens. Vous disiez, pour la chimie douce, on avait été inauguraux, mais là, on est très en retard. Et puis, effectivement, c'est à partir de 2010, comme vous le disiez, que ça a commencé à nous intéresser, avec des éclipses. Il y a quand même des sinusoïdales importantes. Pour comparer avec d'autres termes et thèmes à la mode, pour le microbiote, c'est 102 occurrences dans nos archives, et 87 pour nanotechnologie, ou encore 90 pour biologie de synthèse. Alors, je reviens sur biomimétisme. Je ne sais pas si c'est très visible pour l'ensemble de l'auditoire. Planète, c'est le service qui couvre plutôt les questions d'environnement. Science, on voit ce que c'est. Autre, je ne saurais pas le dire. ID, c'est plutôt les pages opinion, les archives M-Style, Smart Cities, économie, festival, etc. On voit que ça a percolé en fait dans l'ensemble des rubriques du journal, alors que si on fait le même exercice par exemple avec microbiote, on reste plus autour de planète, santé, science, évidemment, ça a moins diffusé dans les autres parties du journal. Et là, c'est une comparaison entre le microbiote, on s'y intéressait un peu plus tard. Mais là aussi, c'est à partir de 2010 que ça a explosé. Enfin, explosé, hein, disons qu'on arrive à un maximum de 17 occurrences par an en 2017. Là, par comparaison, c'est mon collègue David Leroustri qui est très friand de ce genre de schéma, et donc il a eu la gentillesse de les faire pour moi. Et je lui ai demandé aussi l'ADN, et on voit là que... alors, au début, enfin, méthodologiquement, il y a des petits problèmes, parce que ADN, au départ, ça désignait plutôt une agence de presse russe dans les années 50. Et donc, il y a des limitations à ce genre de schéma. Et on voit là que 2020, il y a eu une éclipse. Sans doute que si le coronavirus avait été un virus à ADN, on n'aurait pas eu ce genre de chute. Alors, je reviens à la première occurrence. J'ai eu la surprise de constater que, en fait, j'avais rédigé l'article en question en 1995, mais je ne pense pas à l'époque avoir eu l'impression d'être novateur. Je découvrais cette thématique, et c'était autour d'un robot censé imiter la nage du thon. Et c'était dans une page un peu thématique, parce qu'on avait aussi fait un autre article sur le poisson zèbre. On pourrait se demander aussi si ce n'est pas du biomimétisme de pouvoir manipuler ce poisson en particulier. Et donc, alors je suis un peu perdu, excusez-moi, je reviens dans mon... Voilà. Donc je me suis rendu compte en relisant cet article que ça avait laissé une empreinte assez durable dans ma façon de percevoir la question du biomimétisme. C'était le sujet portait sur un robot qui était censé imiter le thon, la nage du thon,
En fait, c'est pas dans ce cas-là, c'est pas la compréhension d'un phénomène naturel qui permet de fabriquer une machine plus performante, même si ça faisait partie de l'argumentation des chercheurs. En fait, c'est la machine qui a permis de vérifier des hypothèses quant à l'efficacité de l'animal. Donc, c'est en s'appuyant sur les tourbillons générés par leurs nageoires que les poissons peuvent avancer efficacement à contre-courant. Donc, c'était une démonstration de ce phénomène. Et donc, il y a dans ce cas-là un aller-retour entre la nature et l'artefact. Et la nature s'explique un peu mieux par le truchement d'une machine. Et on n'en tirera pas forcément une machine plus performante. À l'époque, j'avais contacté la Direction générale de l'armement, et ils n'avaient pas été très emballés par les révélations biomimétiques. Ça venait d'une équipe américaine. Ils m'avaient dit, si les avions battaient des ailes, il y aurait peu de chances qu'ils volent à Mach 2. Et ça, je me souviens que ça m'avait un peu marqué, parce que je trouvais que c'était une façon de remettre à sa place certaines approches qui étaient assez rudes. Et je pense que c'était un ingénieur qui m'avait fait cette réponse. Et donc, finalement, ça a probablement fait une empreinte un petit peu comme chez les canetons de Lorentz. À chaque fois que j'entendais biomimétisme, après, j'avais cette vision des avions à réaction battant des ailes. Alors, je poursuis. Alors, ça sera pas exhaustif, hein, c'est une sélection dans les 76 articles que j'évoquais, mais les premiers sont quand même beaucoup marqués aussi par l'idée que les robots peuvent s'inspirer de la nature. C'est aussi tout un courant. Et en l'occurrence, là, c'était des espèces de chats avec des vibrisses ou des rats, des choses comme ça. Là, c'était pour une limitation d'une sorte d'araignée d'eau. Et ce qui ressortait de cette expérience autour d'araignées d'eau mécanique, c'est qu'il y avait la question du comment ça marche qui avait devancé celle du à quoi ça sert, d'une certaine manière. Il y avait cette curiosité que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on avance rapidement dans le temps, mais il y a eu, semble-t-il aussi, une sorte de... Le secteur a semble-t-il, saisi les opportunités qu'il pouvait y avoir en termes de financement, à agréger les questionnements, les programmes, etc. Et là, c'était dans le cadre d'un dossier qu'on faisait sur un ensemble de programmes lancés au niveau européen qui avait cette proposition d'un programme plutôt sur des robots qui auraient pu imiter les comportements, notamment humains, avec des termes qui étaient nouveaux pour moi. On parlait de computation morphologique. Apparemment, c'est l'idée que l'évolution a déjà fait des choses très, très performantes et qu'on aurait intérêt à s'en inspirer. Il y avait aussi le thème de simplexité, de sentience, etc. C'était les 3 actes de ce programme. Et en revisitant les archives, je me suis dit que bientôt 10 ans après, ça serait intéressant de voir ce qu'il en est sorti. Parce qu'on a aussi, je pense, en tant que journaliste, un devoir de suite par rapport à ce qui est lancé, ce qui advient ou pas dans ces programmes. La même année, on a consacré un dossier. Et là, on revient à des exemples plus classiques de biomimétisme. C'est des formes inspirées de la nature. Ce que vous évoquiez tout à l'heure sur des exemples du gecko qui revient souvent. Bon, c'est des variations sur ce thème-là qui sont toujours spectaculaires, fascinantes, faciles à illustrer. D'un point de vue journalistique aussi, c'est souvent très beau. Et donc, de temps à autre, il nous est arrivé de faire le point comme ça sur ces programmes. Et puis, dans notre cahier, on a des chroniques, dont une chronique zoologie, qui revient quasiment chaque semaine et qui est assurée par mon collègue Nathaniel Herzberg. Et en fait, chaque semaine, quand il cherche des sujets sur les animaux, leur comportement, enfin ça peut être de l'éthologie, mais ça peut bien évidemment aussi être des choses en lien avec le biomimétisme. Ça lui arrive très souvent de constater que quand on décrit telle ou telle physiologie animale,
à la fin des articles scientifiques, on évoque les éventuelles utilisations, etc. Donc c'est un peu comme dans d'autres domaines biomédicaux ou autres, on explique qu'on va tout soigner à partir des résultats en question. Donc c'est un petit peu rituel, mais dans ce cas-là, là, il avait décidé d'évoquer ce genre de prolongement des travaux sur les animaux qui pourraient avoir des intérêts sociétaux ou autres. Donc, en fait, il le voit passer très souvent et on en a discuté avant cette présentation et on est un peu sur le même, on a un peu le même sentiment de méfiance, en tout cas de regard distancié par rapport à ces promesses. Et donc là, je vais évoquer deux petites chroniques. Alors, il y en a une, c'était pas vraiment la chronique zoologie, mais c'était une histoire de mouche, de système olfactif de la mouche qui avait des correspondances intéressantes avec des algorithmes de reconnaissance d'images. Et ce qui était... enfin, c'était assez étonnant, donc j'avais choisi d'évoquer ça dans le journal. Et évidemment, on se pose toujours la question, mais est-ce que ça peut avoir une traduction industrielle, etc. Et la réponse du chercheur, c'était... Parce que d'une certaine manière, je m'étais fait l'écho de critiques des gens qui font de la reconnaissance d'images de façon algorithmique, classique, informatique, et ils disaient, bon, c'est super inspirant, intéressant, mais ça peut pas entrer en compétition avec nos systèmes à nous. Et donc là, je faisais état de cette critique à l'auteur de l'article scientifique, et il m'avait répondu que c'était pas son objet, mais il y avait un aspect de curiosité, de conceptuel et autres. Donc l'utilitarisme n'est pas toujours à la source de ce que publient les chercheurs, et c'est assez réconfortant. Et là, l'inverse, c'est un autre, là c'était Nathaniel Herzberg qui avait évoqué qui avait couvert cette publication. Donc c'est un scarabée dit diabolique parce que il résiste à l'écrasement, on peut lui rouler dessus, etc. Et donc c'est une source d'inspiration, semble-t-il, pour une équipe qui a même breveté un peu les matériaux dont sont faits sa carapace. Et là, donc apparemment, dès le départ, ils avaient cette idée en tête. Mais cependant, ils disent quand même, et c'est la chute du papier de Nathaniel, qu'ils vont continuer à étudier ça au-delà du brevet pour comprendre. Donc il y a la curiosité malgré tout. J'arrive à un autre aspect du développement et de la vogue peut-être du biomimétisme, c'est l'architecture. Donc on s'en est fait l'écho dans un dossier il y a 1 an et demi. Et alors là, c'est aussi, je pense, une illustration des différentes dimensions et de la difficulté pour nous vraiment à apprécier ce que ça peut apporter, puisqu'on peut effectivement avoir des bâtiments qui ressemblent à une carapace de tortue, on peut avoir des matériaux qui s'inspirent de tel ou tel matériau biologique, des structures aussi qui ressemblent à des structures végétales ou autres. Donc on a évoqué un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'on reste toujours un petit peu interrogatif sur la portée réelle en termes de peut-être d'économie d'énergie ou autre. Et ça s'accompagnait d'un entretien, ce dossier, avec 2 frères qui sont très en pointe sur ces questions-là. Et j'ai repris une citation du biologiste, puisqu'il y a l'architecte et le biologiste dans cette fratrie. Et il répondait un peu à cette question de savoir si on aura vraiment une solution au problème qu'on se pose avec le biomimétisme. Sachant que, oui, je poursuis la difficulté à apprécier tout ça, ça s'inscrit aussi dans un contexte où, sans doute dans les appels d'offres, on demande aux architectes et aux concepteurs d'être plus bio que bio. Donc on voit bien comment peuvent pointer des aspects plus marketing.
Là, c'est nos confrères des pages campus, nos collègues des pages campus, qui se font l'écho de la création de deux masters. Et donc, il y a une forme d'institutionnalisation du secteur. Si on commence à regrouper les compétences pour les enseigner, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. Et donc, j'ai repris deux des citations de l'article là sur la frustration face à un enseignement en silo, et puis l'aspect militant que vous évoquiez aussi sur les buts poursuivis par une certaine frange du biomimétisme. Et c'est quelque chose qui apparaissait aussi donc là, je crois que c'est à peu près la dernière occurrence du biomimétisme avant la crise du Covid. Et c'était le portrait d'une de ces promoteuses qui est responsable du centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Et donc là, il y a effectivement, elle-même admet que c'est une discipline qui a eu du mal à s'imposer, puisque la question lui est posée franco par d'autres scientifiques, et que le portrait se clôt par l'idée qu'il va falloir impérativement mettre en œuvre des analyses de cycle de vie pour pouvoir prouver l'intérêt de cette approche qui est censée être plus écologique que d'autres. Voilà, je termine ce tour d'horizon par une petite devinette. Je ne sais pas si vous pouvez tous le lire. Qui a dit « Nous sommes les plus légitimes à proposer des modèles économiques alternatifs qui encouragent à produire et à consommer local, permaculture, biomimétisme, recyclage, système naturel de dépollution, création d'algoplastiques. Quand je vois toutes ces innovations technologiques qui avancent, je suis très très loin du catastrophisme ambiant. » Est-ce que vous avez une idée de... C'est Cochet, non? Non. Alors, c'est Macron. C'est Marion Maréchal. Je n'avais pas vu ça, moi. Au moment, on avait consacré une double page à analyser un de ses discours. Et effectivement, il y a le mot biomimétisme qui s'inscrit là-dedans. Et ben, peut-être que le biomimétisme, ça va devenir un mot aussi politique. Et voilà. C'était juste pour l'anecdote. Alors, il faut faire l'inventaire des leaflets pour les élections. Oui, oui, au sujet de cet aspect politique et aussi éthique, vous avez parlé du à quoi ça sert, ces innovations technologiques. Bernadette Vincent, dans votre ouvrage Fabriquer la vie, il y a aussi une partie qui rassemble les questions liées aux enjeux éthiques. Est-ce que vous pourriez développer sur ces questions politiques et éthiques liées au vivant? Oui, tout dépend un petit peu du rapport, comme j'essaie de montrer, du rapport qu'on a au vivant. C'est-à-dire que on considère que le vivant, comme dans le courant biomimicry, tend vers ses propres fins et qu'on doit à ce moment-là respecter les fins du vivant, ou bien que le vivant est un objet de la nature que l'on peut détourner à nos propres fins, ce qui est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans les biotechnologies. Et on le fait avec d'autant plus d'empressement que ça résout de manière très élégante la question des ressources d'énergie. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller piocher dans les énergies fossiles qui ont mis des centaines de milliers d'années à capter l'énergie du soleil, eh bien allons chercher directement à la source dans le vivant, et on a un renouvelable garanti. Donc, à cet égard, on se donne le droit, et ça c'est une vision très humaniste, anthropocentrique, on se donne le droit de domestiquer le vivant. Alors il parle de domestiquer, c'est ça qui est intéressant.
chaque fois qu'il y a des réunions éthiques avec des biologistes de synthèse, chaque fois, je m'envoie, ça commence comme ça, de tout temps l'homme, depuis le néolithique, on a domestiqué les animaux et créé l'agriculture, donc domestiqué le vivant. Et donc, à leurs yeux, il n'y a aucune différence entre changer une séquence génomique, rééditer une nouvelle séquence génomique, y compris pour faire des séquences qui n'existent pas, ce qu'on appelle la xénobiologie, c'est-à-dire des séquences que la nature n'a pas inventées, mais qu'à cela ne tienne, la nature aurait pu l'inventer. Un chercheur de l'INRA me disait l'autre jour, c'était au Sénat, il y avait une séance sur CRISPR, sur l'édition de génome, et il a déclaré très bien que ce qu'on fait avec CRISPR, c'est tout à fait naturel. La nature pourrait le faire. Il n'y a aucune différence entre les mutations dirigées qu'on fait et les mutations que la nature fait spontanément. Simplement, elle va mettre des milliers d'années avant de trouver la bonne, tandis que nous, on y va direct. C'est qui est exactement l'argument que les alchimistes renvoyaient aux scolastiques pour dire que ce qu'ils faisaient n'était pas contre nature, mais que c'était parfaitement naturel. Donc, il y a un retour des perspectives philosophiques intéressants là. Et en tout cas, c'est au nom de l'utilisation de la nature pour les fins humaines qu'on peut légitimer toutes ces formes de biomimétisme. Ce qui n'est pas du tout le cas de la biomimécrie, qui au contraire, on doit s'effacer derrière la biodiversité. Merci beaucoup. Hervé Morin, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur ces questions ? En préparant on s'est appelé un petit peu pour se mettre d'accord et on est tombé sur cette question de CRISPR-Cas9. Est-ce qu'effectivement on peut le ranger dans les outils du biomimétisme, et en constatant que les praticiens ne le font pas du tout. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent plus avoir ils n'ont pas la connaissance de l'origine même de la technique, à savoir effectivement un système de défense par les bactéries vis-à-vis des virus, ou est-ce que ça n'a pas d'intérêt d'en reparler? Est-ce que vous avez une hypothèse sur... Oui, je pense que l'hypothèse que j'ai, c'est que toutes ces visions de la nature sous-jacente, elles sont faites pour donner sens aux techniques. Et pour eux, le sens de CRISPR, ça n'est pas du tout celui d'une biomimétique. C'est vraiment d'un outil. Un outil, et le prix Nobel de l'an dernier montre que c'est bien une découverte. C'est une invention, pardon. C'est une invention, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, ça. C'est pas piqué à la bactérie. C'est pas une imitation servile. Et donc, donner sens, et en même temps, le biomimétisme est un argument, et ça, je crois que vos articles le montrent très bien, d'acceptabilité sociale des techniques, et notamment des biotechnologies. Donc, c'est pour ça qu'on joue là-dessus, sur la mode bio, pour faire accepter des technologies qui sont quelque chose d'assez violent à l'égard violent au sens où Catherine Larrère opposait, en rappelant Caroline Merchant, The Death of Nature, c'est-à-dire qu'on opposait la vision moderne, très violente à l'égard de la nature, à la vision éco-friendly, ou de l'homme qui s'intègre dans la nature, etc. Et donc, le biomimécrie, c'est vraiment une résurgence de cette vision holistique, organiciste de la nature, qui est parfaitement utopique aujourd'hui. C'est une techno-utopie, je veux dire, même le cradle to cradle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce grand mouvement. Vous n'avez pas eu d'article sur j'ai remarqué ça. Parce que j'ai cherché. Il y a des lacunes. On a des lacunes. Vous avez des lacunes, il faut faire. Et donc, c'est un livre, Cradle to Cradle, ça veut dire du berceau au berceau. Et c'est un livre qui date des années 90, donc c'est vieux. Et l'idée, c'est que quand on crée des matériaux et des techniques, il ne faut pas simplement les suivre du berceau à la tombe, c'est-à-dire se préoccuper de ce qu'elles vont devenir quand on les jette, pour éviter d'avoir des tas de déchets intraitables dont on ne sait pas quoi faire, c'est de penser du berceau au berceau, c'est-à-dire que
on doit penser tout le life cycle, tout le cycle de vie des matériaux qu'on met sur le marché. Et c'est à la compagnie qui manufacture de prendre la charge du recyclage et de payer pour le recyclage. Et donc, il faut concevoir des matériaux biodégradables qui s'intègrent à la nature. Et ce qui est intéressant, c'est que le Cradle to Cradle prend l'exemple, il est tout à fait contre l'écologie, économie de matière, attention, économie d'énergie, économie de matière. Non, la vision des deux promoteurs de Cradle to Cradle, c'est la nature produit à profusion. Alors, il a la même vision qu'Aristote, lui, pour le coup. C'est-à-dire que la nature, elle ne fait pas, elle n'est pas mesquine comme nous, elle ne fait pas une structure pour une fin. C'est comme le coutelier de Delphes qui fait les couteaux pour multi-usages. Et la nature, elle produit à de multiples fins, elle est généreuse, et nous, on doit faire pareil. Donc, il est contre les économies de matière, contre les économies d'énergie, et il dit, il faut faire comme eux, il faut produire à profusion, et puis ça va toujours, dans le cycle de la nature, ça va se réintégrer si on utilise des procédés naturels. Voilà. Donc, l'exemple qu'il prend, c'est le cerisier. Le cerisier produit beaucoup plus que celui qui l'a planté a besoin, mais c'est parce qu'il nourrit les oiseaux. Et quand les cerises qui tombent, elles vont nourrir les vers, etc., etc. Tout est réutilisé. La nature fait comme ça. Voilà. Donc, encore là, une vision où on voit que les images de la nature sont extrêmement variables. Et en tout cas, l'idée d'une économie circulaire, parce que c'est ça le mot, l'idée d'une économie circulaire n'est même pas fondée sur une vision monolithique de la nature. Il y a plusieurs visions. C'est un aspect économique qu'on avait déjà vu dans la conférence d'Emmanuel Koch sur cette dimension aussi linéenne, en fait, une sorte qui est très forte aussi en écologie scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est cette dimension ambivalente, en fait. C'est-à-dire, on fait dire à la nature ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire, on retourne l'argument. On lui fait dire ce qu'on veut, et c'est toujours pour l'exploiter, de toute façon. C'est ça. Là, on voit bien comment l'autorité morale, c'est ça qui compte. C'est-à-dire, nature, c'est aujourd'hui en tout cas positif. C'est une licence morale. C'est ça. Alors que ça peut être négatif. Si on prend effectivement le XVIIe, XVIIIe siècle, où c'était plutôt une vision fataliste, ou la nature comme menace. Et l'exemple que vous citiez tout à l'heure, il revient tout le temps chez les biologistes de synthèse. Ils font toujours référence à l'aviation. Pour dire, vous voyez bien, les frères Wright, alors ils prennent toutes les grandes vignettes complètement fausses, mais ça fait rien. Les frères Wright, s'ils ont réussi à faire voler un avion, c'est précisément parce qu'ils ont renoncé au biomimétisme pour étudier l'aérodynamique et les principes de l'ingénierie. Et la biologie de synthèse va faire pareil, elle va nous libérer. Il y a même eu un éditorial de Nature qui dit la biologie de synthèse va nous libérer du biomimétisme. Ils sont vraiment opposés au biomimétisme de manière très virulente. Pour revenir sur votre question, sur l'aspect, c'est vrai que nous, en tant que journalistes, face au débat sur les OGM, par exemple, on voit revenir très fréquemment l'argument que vous citiez sur le fait que depuis le néolithique, on a l'homme choisit, sélectionne, etc., et qu'il y aurait juste une différence d'outils pour le faire, et pas du tout de nature. Et c'est un argument qui est très récurrent. Enfin, moi, je suis frappé aussi de sa puissance, peut-être. Enfin, en même temps, on cultive très peu d'OGM en France, donc ça passe pas la barre ici, mais peut-être qu'ailleurs, c'est plus convaincant. Et si on peut faire, du coup, si on peut faire dire à la nature un peu ce qu'on veut, est-ce que quels sont les enjeux liés à ça? Est-ce qu'il y a des instances de régulation? Quelles sont les régulations qu'il peut y avoir par rapport à ces recherches et ces technologies? Mais ça, vous l'avez peut-être déjà abordé, je n'étais pas à toutes les séances, c'est un enjeu fondamental pour la politique des brevets.
puisque pour qu'on puisse breveter une invention, il faut qu'elle n'existe pas déjà, soit dans la nature, soit dans l'art. Et donc, c'est au nom du fait que les OGM n'ont pas été brevetés en Europe, n'ont pas été autorisés, réglementés en Europe, parce que les procédés ne sont pas naturels pour les OGM. Et le gros débat qu'il y a à l'heure actuelle, et l'Europe doit statuer d'ici peu, l'Europe a décidé que pour CRISPR, il en était de même. Même si ça existe dans la nature puisque la bactérie le fait, eh bien, elle a décidé que ça tombait sous le coup de la réglementation des OGM. Mais les États-Unis, le Canada, l'Australie en ont décidé autrement, c'est-à-dire que ça ne tombe pas sous le coup de la réglementation des OGM, donc on ne peut pas l'interdire, puisque la nature peut le faire. On peut pas, rien ne permet de distinguer un génome qui a été produit par CRISPR, parce qu'il n'y a pas eu d'apport d'ADN étranger, d'un génome qui mute. Et les génomes, on le voit bien assez en ce moment avec le virus, même si c'est que de l'ARN, il mute sans arrêt. Et donc, on ne peut pas dire que ça a été fabriqué, ça. Et donc, le fait que ce soit naturel ou pas naturel, c'est la base de la réglementation des brevets. Et il est probable que l'Europe va lâcher le coup et va dire oui, ça ne tombe pas sur la réglementation des OGM, donc allez-y, faites du CRISPR. Il y a une très forte pression des semenciers dans ce sens, parce que la France est le principal exportateur de semences au monde. Et évidemment, ils ont peur de perdre le marché. Donc, on va voir. Dans ce monde scientifique, et comme vous l'avez montré, tous les deux, est quand même assez hétérogène, en fait. Il y a des luttes, en fait. Il y a des... comment vous, comme journaliste, comment vous arrivez à... J'ai l'impression qu'il y a peut-être d'un point de vue disciplinaire, on parlait du bottom-up et du top-down. J'avais eu l'impression lors d'une conférence qu'il y avait effectivement pour la biologie de synthèse ceux qui considéraient que ça serait bien de pouvoir réunir toutes les briques élémentaires pour pouvoir constituer des choses plus complexes, et d'autres qui satisfaisaient de dire la nature a déjà fourni tous les châssis, on n'a peut-être pas besoin de s'embêter à faire ça. Et j'avais le sentiment qu'il y avait peut-être une compétition après pour les financements autour de ces deux approches. Mais j'avoue que je n'ai pas creusé plus et il faudrait leur demander leurs sentiments. C'est vrai que dans le livre, on voit apparaître, un peu comme là, en fait, à travers un portrait, des entrepreneurs, en fait. Souvent, d'ailleurs, ils ne se contentent pas de publier des articles, mais aussi ils ont des startups et ils font, oui. Oui, c'est impressionnant. Et donc là, ils montent un peu en généralité. Enfin, je ne me souviens plus d'un des auteurs que vous citez, qui est vraiment... oui, George Church, qui est, voilà, qui est professeur à Harvard. Il a écrit un livre qui s'appelle Regenesis. Donc, il va refaire le monde, refaire la Genèse. Lui, il n'y va pas. Il va ressusciter les mammouths. Et accessoirement, et ça marche très bien, il a monté une start-up qui fabrique de l'ADN pour stocker l'information, c'est-à-dire que les prochains ordinateurs seront l'ADN. Donc vous voyez le mélange de grande ambition quasi théologique avec des préoccupations économiques directes, c'est très typique des technosciences actuelles. Et cette dimension prométhéenne. Oui, il avait évoqué la possible renaissance de Néandertal aussi. Donc, on ne s'arrête pas au règne animal. Enfin, on en fait partie, évidemment. Mais, voilà. Et alors, justement, comment vous, en tant que journaliste, comment ça se passe quand vous avez à traiter ce genre de questions? Parce que, est-ce que vous prenez parti alors, il y a plusieurs... on est censé faire le distinguo entre les faits et le commentaire. Donc,
principe, on laisse commenter par des gens qu'on interroge. Donc, on peut toujours avoir des biais dans la sélection des commentateurs, évidemment. Sur la question pour revenir à une question sensible sur celle des OGM, je pense que, par exemple, sur est-ce que CRISPR est totalement transparent dans ce qu'il laisse dans le génome, est-ce que il n'y a pas des modifications hors cible. J'ai l'impression que la question scientifique est encore ouverte. Donc, c'est des choses auxquelles il faudra être attentif par rapport au débat que vous évoquiez. Donc là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des questions encore ouvertes avant de nous, en tant que journal, de prendre position par rapport à cette question-là dans un éditorial. Je pense ce ne serait pas évident à faire. Je pense qu'on devrait avant tout rappeler les lacunes dans la connaissance avant de prendre parti. Néanmoins, tout à l'heure, vous disiez on doit assurer le suivi des Oui, promesses. bien sûr. 10 ans après, et je pense que ça, c'est vraiment... parce qu'il y a une telle économie des promesses depuis 2000. Or, 20 ans après, nous, on a fait un numéro d'une revue sur les nanotechnologies ont-elles tenu leurs promesses. Et ben, c'est maigre. Hein. Oui. C'est-à-dire, on nous promettait des innovations disruptives qui allaient complètement changer. Or, il y a des nanos partout, on est envahi de nanos, mais c'est des petites innovations incrémentales et pas du tout des grandes promesses comme vous avez fait. Vous avez raison, sur le graphène, il faudrait y revenir, sur les grands projets d'imitation du cerveau, il faudrait y revenir, etc. Mais oui, il y a du travail. Il y a du travail pour les journalistes. Mais là, ces derniers temps, on était omnibulés par autre chose. Moi, j'aurais une question par rapport au rôle de l'histoire. Vous avez, Bernadette Vincent, vous expliquez que les biologistes de synthèse prennent un petit peu comme argument d'autorité des faits pseudo-historiques comme de tout temps l'homme, ou alors ils prennent aussi des exemples, vous parliez de... Voilà, des frères avec les ailes des avions et ce genre de choses. Donc il y a quand même une espèce de conscience que l'histoire a son importance, mais en même temps on la néglige parce que j'ai l'impression que d'après ce que vous dites, ça n'a pas vraiment d'importance finalement. C'est surtout pour se justifier. Donc est-ce que l'histoire aurait un rôle à prendre dans ce débat? Voilà. Oui, et ça c'est une très très bonne question. C'est très humiliant pour les historiens des sciences. Je suppose que Stéphane a connu ça aussi. Quand on est dans des congrès sur une technique spéciale ou les cours du Collège de France, eh bien, c'est passionnant, mais toujours ça commence par un historique qui ressasse les mêmes légendes, les mêmes mythes, et qui ne tient absolument pas compte du travail qui a été fait depuis plus de 50 ans sur l'histoire des sciences et des techniques. Donc, on a l'impression d'avoir servi à rien, vraiment. Et donc, ils ont besoin effectivement de l'histoire pour se légitimer, et c'est une histoire entonnoir, c'est-à-dire qui mène direct à eux, et avec des grands jalons, qui négligent complètement justement tout ce qu'il y a d'incrémental, d'invention collective, et institutionnelle, infrastructurelle et tout. Donc, c'est vraiment très décourageant. Et notre rôle est d'histoire critique, enfin, moi c'est ainsi que je le conçoit, c'est un rôle d'histoire critique, mais qui n'est pas pour autant, et ça c'est l'autre problème, avec la visée de délégitimer la science actuelle. Et donc ça, c'est le gros problème. Moi, je me suis souvent fait accuser d'être anti-scientiste, de détester les chimistes, alors que je travaille sur la chimie depuis des années, et que ça me passionne. Mais parce que je n'ai pas le même discours qu'eux, et surtout pas la même vision de leur rôle dans l'histoire qu'eux. Et ça, c'est vraiment...
c'est vraiment décourageant. Si vous faites de l'histoire des sciences, soyez avertis. C'est pas facile. Alors, peut-être qu'on va prendre des questions dans la salle. Oui, est-ce que vous êtes libre de poser des questions? Il nous reste quelques minutes. Il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, j'ai une autre question en attendant, sinon. C'était juste plus d'un point de vue plutôt méthodologique, justement, pour chacun d'entre vous. Comment, parce que vous n'avez pas de formation donc à l'origine de scientifique, comment aborder toutes ces thématiques? Est-ce que vous êtes rendu dans des laboratoires ou pas? Voilà, comment s'est fait cette approche, cette connaissance de la science? Je peux. Allez-y. Oui. Donc oui, je disais, j'ai pas de formation scientifique. Il se trouve que dans l'équipe, il y a des gens qui ont sont soit médecins, soit ont fait des thèses en physique ou autre. Donc et d'autres enfin, c'est très très varié les profils dans l'équipe. De toute façon, le champ est tellement vaste à couvrir que on ne pourrait pas, enfin, être scientifique de formation, je pense, ça permet d'aller plus vite au départ. Mais ensuite, on retombe un petit peu dans les mêmes schémas. On parcourt la littérature scientifique qui nous est apportée. En fait, je peux peut-être vous décrire un petit peu comment ça se passe, les sources. Donc, il y a les grandes revues scientifiques primaires auxquelles on peut avoir accès par des plateformes type Eureka Alert, qui nous donnent accès sous embargo à des contenus de diverses revues. À des communiqués de presse. Et donc, il y a une présélection qui est faite en amont par ces grandes plateformes. Il y a les communiqués des institutions. Il y a aussi les contacts directs qu'on peut avoir avec les chercheurs, mais ils sont souvent réticents à nous parler trop en amont d'une publication, même si je pense qu'ils ont compris qu'on respectait les embargos, peut-être que... Et donc, on est submergé littéralement par un flot d'informations accompagné de communiqués de presse qui embellissent assez souvent les résultats qui sont présentés. Donc, c'est souvent instructif de voir la différence de ce qui est décrit dans les communiqués de presse des universités, des organismes ou autres. Ça a même fait l'objet d'articles scientifiques, de méta-recherches, hein, pour voir qui déformait. Est-ce que c'était les journalistes ou est-ce que c'était déjà déformé en amont? Et on se rend compte que c'est souvent en amont qu'il faut chercher les enjoliveurs de résultats. Et donc, ensuite, nous, on prend connaissance. Enfin, il y a une sélection qu'on opère aussi selon nos curiosités personnelles, les thématiques qui sont dans l'air du temps, les problématiques, etc. Et donc, on se coltine avec cette littérature. On lit l'appareil de citation qui permet aussi d'avoir du contexte. On voit dans ces citations s'il y a des équipes francophones qu'on peut contacter, c'est souvent plus facile, ou des équipes concurrentes si les signataires sont honnêtes. En principe, ils doivent avoir cité tout le monde. Donc, on s'appuie sur ça pour avoir un peu du contradictoire par rapport aux résultats qui nous sont présentés. Si on ne comprend pas, on fait répéter, simplifier, etc. Donc, en fait, notre travail est essentiellement un travail de tri, parce que effectivement, la masse de données qui nous parvient est considérable. Et donc, oui, il y a ce travail de confrontation avec d'autres équipes pour avoir soit du contexte, soit des critiques, soit des compliments par rapport à l'innovation. Et puis, il y a le fait aussi que certaines revues ont une réputation... Enfin, je pense à Science, Nature et autres qui sont souvent cités et qui
on se rend compte quand même que le travail de peer reviewing n'est pas toujours excellent. Donc, même vis-à-vis des revues les plus renommées, il faut qu'on exerce cette vigilance en permanence. Et donc, sur l'aspect biomimétisme et les promesses qui sont souvent attachées aux résultats, on doit exercer cette même vigilance. Et est-ce que vous, c'est une curiosité, hein, est-ce que vous avez aussi accès aux pré-pubs qui sont sur les réseaux sociaux, enfin, en général, alors là, il y a eu... qui n'ont pas été évalués encore? Oui, ben ça, c'est effectivement une question qui s'est posée de façon beaucoup plus aiguë avec le Covid. Donc, auparavant, on connaissait ces différents... toutes les disciplines n'ont pas les mêmes pratiques vis-à-vis de ça, mais certaines, c'est assez commun que les articles circulent en prépublication, et ça depuis des années. Mais en ce qui concerne la biomédecine, c'est vraiment à l'occasion du Covid que tout ça a explosé. Donc nous, on était assez perplexes au départ, parce qu'on avait ce réflexe de se dire que le travail de peer reviewing, nous, on n'est pas capable de le faire. On peut toujours demander à des chercheurs de regarder, savoir ce qu'ils en pensent, etc. Mais est-ce qu'ils auront le temps de s'y consacrer suffisamment, etc. Et puis, il y a une sorte de course aussi entre les médias pour dire si tel ou tel variant présente tel ou tel inconvénient. Enfin bref, dans l'année écoulée, en tout cas, il nous est arrivé de rendre compte de résultats en préprint, donc non reviewés. Et parfois, c'était un peu malheureux. Ceci dit, les choses les plus problématiques se sont trouvées dans des revues après, dans The Lancet. Donc il y a effectivement une vigilance à exercer dans tous les compartiments. Et donc la question qui peut se poser maintenant, c'est est-ce que cette mode du préprint va retomber? Parce qu'on a observé comme dégâts collatéraux que, par exemple, en climatologie maintenant, certains chercheurs aussi publiaient en préprint avec peut-être l'espoir qu'on rebondisse sur des résultats immédiatement. Donc ça, on s'en est gardé pour l'instant pour ces disciplines-là. Mais il faudra voir un petit peu comment évoluent les choses. Il y a quand même un intérêt de ces préprints parfois, c'est que il y a du peer reviewing qui se fait immédiatement sur les réseaux sociaux par rapport à telle ou telle publication, et peut-être que ça peut aussi faire du nettoyage en amont, parce que certains on voit tout de suite les critiques qui sont émises par rapport à tel ou tel résultat, mais effectivement, on est dans une période là qui est un peu tangente par rapport à périlleuse. Une forme de crise du peer reviewing. Oui. Et on sait quand même pas mal de scientifiques. Et puis à l'inverse aussi, il y a aussi une crise de la réplication expérimentale. On voit aussi que c'est intéressant, c'est-à-dire en fait les grands piliers de l'autorité scientifique sont aussi attaqués, ou en tout cas discutés dans la communauté scientifique elle-même. Donc les choses évoluent de manière assez intéressante aussi. Mais du coup, pour vous... ça complique un petit peu les choses, effectivement. Mais par exemple, on a consacré un dossier récemment à une publication il me semble que c'était dans Science, d'une étude, d'une méta-analyse sur la disparition des insectes, qui était beaucoup plus rassurante que d'autres résultats. Et effectivement, le sentiment qu'on peut avoir après avoir consulté un certain nombre de spécialistes, d'entomologistes et autres, c'est que cet article n'aurait jamais dû être publié dans une revue, et probablement qu'il devrait être rétracté si on suivait des règles. Bon, on va voir si ça sera le cas, mais on a quand même le sentiment que les grandes revues rechignent énormément à rétracter. Hein. C'est quand même problématique. Mais dans l'intervalle, cette étude dans Science a été citée un très grand nombre de fois avant qu'on se rende compte de ses biais et faiblesses, quoi. C'est vraiment intéressant. Ça rejoint aussi des questions d'intégrité scientifique qui sont beaucoup débattues aujourd'hui.
historien des sciences, je conseille la lecture de la revue History of Science de 2019, où ils ont fait un numéro avec un point de vue totalement historien. Ils ont essayé d'historiciser la question de l'intégrité scientifique en montrant que déjà au 19e, au début du 20e siècle, il y a plusieurs scandales, plusieurs questions qui se posent exactement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de voir que là encore, avec un point de vue d'historien, on peut aussi... et pareil pour la crise de l'expérimentation, c'est quelque chose qui s'est rejoué à plusieurs reprises. L'usage par exemple de la visualisation. Donc par exemple aujourd'hui, il y a des entrepreneurs comme Job, je ne sais pas si vous... comment on va dire, des entreprises qui se proposent en fait d'aider les scientifiques dans la communication de leurs données. De leurs images. De leurs images. Et ça, moi j'ai vu des démonstrations auprès de jeunes, de post-docs, etc. C'est très puissant, hein, parce qu'en fait derrière ça, il y a quand même l'idée que c'est une sorte d'auxiliaire à la publication. Alors chez les jeunes scientifiques, ça a un effet très intéressant. Mais du coup, effectivement, enfin, voilà, c'est aussi... Mais ce que ça révèle, la crise que vous évoquez, me semble être en fait cette prise de conscience que la communication est essentielle dans le travail scientifique lui-même. C'est-à-dire qu'il faut faire de la com, il faut présenter bien ses papiers, il faut bien présenter ses figures, et ça passe. Le peer review est rien à côté de la com, quoi. Donc ça, je pense que c'est une prise de conscience. Et c'est vrai que c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'on est un peu j'ai l'impression dans ce moment-là, comme il y a évidemment la crise de l'expertise, la question de l'autorité, voilà, tous les mouvements anti-sciences aussi, qui sapent les autorités traditionnelles, jouées par les grandes institutions aussi, gardiennes des académies des sciences. Mondialement, hein, il y a les mêmes problèmes partout, enfin, je veux dire, c'est pas unique à l'Europe. C'est assez intéressant de dire. Et d'un point de vue historique, est-ce qu'il y a déjà eu des périodes de populisme scientifique? Oui, il y en a, bien sûr, ouais. Voilà, bon, évidemment, oui. Il y a eu j'appellerais pas ça du populisme, il y a eu à la fin du 19e siècle la crise de la faillite de la science. Et donc ça, c'était lancé par des chercheurs de l'ENS, d'ailleurs, par des métaphysiciens de l'ENS, contre Berthelot et Richer, qui promettaient monts et merveilles. La chimie et la médecine allaient résoudre tous les problèmes. Et la crise de la faillite de la science, c'est mais non, vous voyez bien, la science ne tient pas ses promesses, et même elle mène des chercheurs à mourir dans les laboratoires, etc., victimes des virus. C'était déjà des victimes des virus dans les laboratoires. Donc, il y a eu cette grande polémique, et ce qui est intéressant dans cette polémique, c'est que la République a pris fait et cause pour la science, officiellement. Donc l'alliance de la République française avec la science, c'est quelque chose aussi fort que la laïcité. Oui, parce que derrière la banqueroute, il y avait l'Église. Donc c'est pour ça que c'était... Des questions. Alors, oui, moi j'avais une petite question. Et alors, on vous entend pas très bien, donc si vous pouviez reparler dans le micro, ce serait vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions qui étaient vraiment passionnantes. Moi j'avais une petite question pour Bernadette Bensaud-Vincent. Vous avez dit à un moment que voilà, le vivant, et je vous cite, le vivant est un objet de la nature que l'on peut détourner à son profit. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant, et j'avais une question justement sur l'histoire de cette conception du vivant. À partir de quand est-ce qu'on peut dater cette conception du vivant et de ses relations avec la nature? Et puis vous avez fait le rapport avec les alchimistes de la Renaissance, et je trouvais ça vraiment très éclairant. C'est vrai que les alchimistes, ils manipulent pas du vivant, quoi. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut penser ces relations-là entre la chimie et la nature, et puis aussi cette histoire
avoir des conceptions du vivant dans la nature, voilà, qu'on pourrait mobiliser, transformer. Alors, il y a toute la question de la métamorphose, de la transformation qui était vraiment intéressante et que voilà, qu'on sentait dans les deux interventions. Donc voilà, c'était une question sur le vivant, la nature dans l'histoire, justement. Voilà, c'est une énorme question. Bon, juste, non, mais bon, une indication la seule historique. chose que je peux dire, c'est que pour certains alchimistes, pas tous, mais les métaux étaient des êtres vivants qui poussaient dans les entrailles de la Terre. Et c'est pour ça, parce que le plomb était le métal, était l'or jeune. L'argent était le même métal mature déjà, et l'or était la pleine maturité, l'âge adulte. C'était le même métal, donc il était logique de transmuter du plomb en or, et ils pensaient qu'ils le faisaient. Et ils le faisaient effectivement. Ils accéléraient la croissance des métaux dans les entrailles de la Terre. Voilà. Donc pour eux, c'était du vivant. Mais on ne parlait pas de métamorphose. Ils parlaient de transmutation. Transmutation. Pas mutation, mais transmutation. C'était le mot qu'on utilisait. D'accord. Donc, dès la Renaissance, en fait, c'est de là que vous verriez cette... Okay, merci. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, moi, j'avais une question qui revient un peu sur celle que Eva, je crois, avait posée en tout début. Vous avez été tous les deux finalement assez critiques, même si c'était discrètement par rapport au biomimétisme. Et je me demandais si c'était seulement une critique ou une méfiance par rapport aux promesses qui en avaient été faites, ou s'il y avait quelque chose de plus fondamental, si c'était une remise en question éthique ou justement politique par rapport à un principe qui serait nouveau. Voilà. Moi, je ne suis pas vraiment critique à l'égard du biomimétisme, ni admirative. Hein, je l'analyse tel qu'il est. Il y a eu beaucoup de promesses, effectivement, et beaucoup de marketing, comme vous l'avez souligné, notamment quand on remplit des projets de recherche, il est bon de dire qu'on fait du biomimétisme. Mais il reste que c'est fondamental. C'est fondamental pour une transition écologique. Je veux dire que la prise de conscience qu'il faut faire des procédés doux et des procédés sans solvant, sans haute température, ça me paraît fondamental. C'est une condition de survie de la chimie aujourd'hui. Sinon, la chimie est condamnée à disparaître. Oui, moi, je ferai une réponse assez proche aussi. C'est la méfiance que j'exprimais, c'est par rapport à tout ce contexte que je décrivais, à savoir qu'une publication scientifique s'inscrit dans un projet qui doit être financé avec des contraintes de visibilité dont nous, on est un des acteurs. Et donc, dès lors qu'on est en bout de cette chaîne, on doit s'interroger sur effectivement la réalité des promesses qui sont avancées. Donc c'est plutôt fais confiance et vérifie. Hein. C'est un peu ça voilà. C'est plutôt ça et j'ai pas de position éthique par rapport à ce projet d'être plus économe vis-à-vis de ce que la nature peut nous donner et ce qu'on peut lui rendre. Merci.